Je suis Maxime Décime Méridien, commandant des armées du Nord, général des légions espagnoles et serviteur loyal de l'empereur Marc Aurèle. Le Gladiateur de l'an 2000 avec Russell Crowe était une œuvre absolument autonome et achevée. Le film a clôturé l'histoire épique du héros, a terminé tous les arcs et a offert aux spectateurs une fin légendaire. Tu es à la maison ? Des décennies plus tard, Ridley Scott a estimé que l'histoire méritait d'être reprise. Ainsi est né Gladiator 2, une tentative de raviver la légende. Force et honneur. Force et honneur. Comme prévu, le miracle n'a pas eu lieu. On ne peut pas dire que le film soit mauvais. Il y a des scènes de combat spectaculaires, des personnages marquants, des moments dramatiques qui touchent vraiment. On peut même dire que c'est l'un des meilleurs films de l'année. Mais c'est seulement parce que le niveau général de ces dernières années laisse à désirer. Gladiator 2 est, à bien des égards, un film qui mérite votre attention. Mais il y a un détail clé qui, à mon avis, a été la principale erreur du réalisateur. Et cela n'a pas permis à ce film de se hisser au niveau du film légendaire de l'an 2000. Dans cette vidéo, je vais essayer de comprendre quel a été le principal problème de Gladiator 2. Avant de commencer la critique, je voudrais dire quelques mots sur Ridley Scott. J'ai beaucoup de respect pour lui en tant que réalisateur. C'est un homme qui nous a offert des chefs-d'œuvre comme Alien, Blade Runner et, bien sûr, Gladiator. J'admire sincèrement le fait que, malgré son âge, il continue de créer et de réaliser des projets d'envergure comme Gladiator 2. Je suis sûr qu'il nous ravira encore avec des films intéressants. Avec tout le respect que je lui dois, cela n'empêche pas de critiquer ses œuvres. Un grand réalisateur ne garantit pas un film parfait. Comme le montre Gladiator 2, si l'on considère Gladiator 2 indépendamment du premier volet, c'est une histoire plutôt bonne. Mais si, juste après avoir vu le deuxième volet, vous regardez à nouveau le premier, comme je l'ai fait, vous comprendrez que beaucoup de choses dans Gladiator 2 sont fondamentalement fausses. Marc Aurèle rêvait de la grande Rome de Proxima, mais pas de celle-ci, pas de cette Rome-là. Et pour comprendre de quoi il s'agit exactement, rappelons d'abord de quoi parlait le premier Gladiateur et quelles idées il véhiculait. L'intrigue de Gladiator relate l'histoire de Maximus Decimus Meridius, général romain talentueux et loyal serviteur de l'empereur Marc Aurèle. Que dira-t-on de moi dans le futur? On me considérera comme un philosophe, un guerrier, un tyran. Marc Aurèle, songeant à son héritage, choisit Maximus comme successeur et lui confie la mission de rendre le pouvoir au Sénat. Je te transmettrai mon pouvoir et toi, tu le rendras au peuple de Rome. Cependant, cette décision offense son fils Commode, qui tue son père et usurpe le pouvoir. J'ai parfois l'impression que tu ne me vois pas comme ton fils. Maximus refuse d'arrêter l'assassin, et Commode donne l'ordre d'éliminer le général rebelle ainsi que sa famille. S'il te plaît, ne résiste pas, Maximus. Maximus, miraculeusement sauvé de l'exécution, devient esclave puis gladiateur. Ses victoires inspirent la foule et sa gloire grandit à chaque combat. Craignant pour sa réputation, Commode n'ose pas éliminer Maximus ouvertement. À la place, il organise pour lui des combats contre les adversaires les plus dangereux, espérant sa mort. Cependant, Maximus non seulement survit, mais il devient tellement populaire que son existence devient une menace pour Commode, et sa destruction une question de principe. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Tu ne veux vraiment pas mourir? Désespéré, Commode blesse Maximus avant le combat et affronte ce dernier dans l'arène, espérant gagner facilement. Mettez-lui son armure et couvrez sa blessure. Mais même affaibli, Maximus se révèle plus fort et l'emporte, prouvant définitivement la justesse de ses idéaux et la force de son esprit.
première vue, cela peut sembler n'être qu'une banale histoire de vengeance. Le père d'un fils assassiné et le mari d'une femme tuée. Dans cette vie ou dans la suivante, je les vengerai. Mais en réalité, Gladiateur est une réflexion profonde sur l'essence du pouvoir, la politique et la nature de la société. Le film débute avec Marc Aurèle méditant sur Rome, ce n'est pas un hasard. Qu'est-ce que Rome, Maximus? Tu ignores ce qu'elle est aujourd'hui. De son avenir et de son rêve de retour à la République. Autrefois, Rome était un rêve sacré, on en parlait à voix basse. Il évoque l'Empire, mais admet ne pas vouloir passer pour un tyran. Nous avions peur que le rêve puisse disparaître. Il était si fragile. Son rêve est de rendre le pouvoir au peuple via le Sénat et de rétablir les valeurs républicaines. Pour ceux qui l'auraient oublié, je rappelle que la République est une forme de gouvernement dans laquelle le pouvoir n'appartient pas à une seule personne, mais à des représentants élus du peuple, où les décisions sont prises collégialement et non selon la volonté d'un seul dirigeant. Le Sénat, c'est le peuple souverain. Il est élu par le peuple et le représente. Cependant, Commode, ayant usurpé le trône, rêve d'une autre Rome. Il se voit comme un souverain absolu, un autocrate dont le pouvoir doit être sans limite. Le peuple, ce sont mes enfants. Je suis leur père et les étreindrai contre moi. Le Colisée joue un rôle central dans le film, symbolisant les médias modernes et l'industrie du divertissement. Les foules absorbées par les spectacles deviennent de simples spectateurs de la mort, se trouvant de ce côté du spectacle cruel. Elles se délectent des conquêtes, des combats sanglants, qui deviennent pour elles un moyen de se détourner des problèmes réels. Je pense qu'il connaît bien Rome, qui est synonyme de foule. Il va la frapper et détourner son attention. Il va lui enlever sa liberté et elle rugira de joie. Le Colisée ici sert de symbole du pouvoir sur la société à travers le spectacle, qui corrompt le peuple et le rend docile. Le cœur de Rome ne bat pas dans le marbre du Sénat, mais dans l'arène du Colisée. Ce n'est pas pour rien que les médias sont appelés le quatrième pouvoir, et celui qui les contrôle l'esprit du peuple. Il apportera la mort au peuple. C'est justement pourquoi ils l'aimeront. Maximus est poussé par la vengeance et les idées républicaines de Marc Aurèle. Marc Aurèle rêvait d'une grande Rome, Proxima, mais pas de celle-là. Il croit que Rome doit changer, revenir à la justice et aux vraies valeurs. Lors de l'un de ses premiers combats, emporté par la rage, il lance son épée vers les spectateurs et s'écrie « Sous-titre d'Imator Zoc ». Quoi, vous en voulez encore? Vous ne vous êtes pas encore amusé. Cette scène devient non seulement une démonstration de sa colère, mais aussi un symbole de résistance au système. Maximus semble essayer de briser le mur invisible entre les gladiateurs et la foule. Démontrer que pour les spectateurs, le spectacle divertit, alors que pour ceux dans l'arène, il s'agit de souffrance et de mort. Ces actions soulignent la fracture entre le peuple, absorbé par les spectacles, et la réalité de ceux qui deviennent partie prenante de ce spectacle sanglant. Une histoire inoubliable et magistrale exige un antagoniste tout aussi inoubliable. Et Commode, interprété par Joaquin Phoenix, remplit parfaitement ce rôle. Tu as énuméré 4 vertus. J'ai compris que je n'en possède aucune, mais j'ai d'autres qualités. Il inspire antipathie, haine et fascine par sa transformation unique. La vie, c'est un rêve terrible selon toi, c'est vrai. L'homme le plus puissant de Rome, l'empereur, se révèle intérieurement faible, mesquin et insignifiant. Alors que Maximus, simple gladiateur et esclave sans droit, devient l'homme le plus fort et influent, prenant en fait le pouvoir sur les cœurs et les esprits du peuple. Ce contraste est l'un des affrontements les plus puissants du film, ce qui rend chacune de leurs scènes ensemble inoubliables. Et qu'en est-il de Gladiateur 2 ? Quelles idées ce film véhicule-t-il ? Parlons de Gladiateur 2. Ce qui frappe d'abord, c'est à quel point le film paraît secondaire face à l'original. Lucius imite exactement les gestes de Maximus, reproduisant ses mouvements de combat, y compris le fameux coup des 2 épées décapitant l'adversaire.
On entend constamment des citations du premier film, comme si les créateurs essayaient désespérément de rappeler aux spectateurs pourquoi nous avons aimé Gladiator de l'an 2000. En ce qui concerne les combats eux-mêmes, dans le premier film, nous voyons le contraste entre la foule rugissante et la brutalité qui se déroulait dans l'arène. On nous faisait comprendre que ce spectacle n'en était un que pour la foule en délire. C'est pourquoi Maximus lance son épée vers le public en criant avec colère « Quoi vous en voulez encore? Vous n'êtes pas encore divertis ?» C'était un défi lancé au système, une tentative de montrer le vrai prix du divertissement. Dans Gladiator, 2 spectacles ont atteint un nouveau sommet. Ici, il n'est plus seulement question de combat. On trouve des chars, des rhinocéros, des singes, en images de synthèse irréalistes dignes de Resident Evil, et même des requins. Est-il vraiment nécessaire de se demander comment on fait entrer, transporter et garder des requins dans l'arène alors qu'il est déjà très difficile aujourd'hui de les maintenir en captivité ? Le réalisme cesse d'être important, et au lieu d'une immersion émotionnelle, on assiste à un véritable cirque. Honnêtement, des clowns n'auraient pas détonné dans cette compagnie. Le film comporte aussi des erreurs évidentes, des étrangetés et des incohérences scénaristiques. Par exemple, sur le territoire de l'arène se trouve une sorte de mini-musée dédié à Maximus, où son armure est exposée et où ses citations les plus célèbres sont gravées sur les murs. Les actions de la vie résonnent dans l'éternité. On circule librement sur le territoire comme dans un parc et non une prison. Suis-moi. Suis-moi. Et si jamais tu veux quitter ta captivité, il te suffit simplement de demander la clé à un médecin gardien amical. Ravi, j'ai besoin des clés. Merci. Dommage que Maximus n'ait pas connu cette astuce à son époque. Et ensuite, bien sûr, il faut visiter le musée de Maximus et s'offrir une mise à niveau en enfilant une armure enchantée et en s'équipant de l'épée légendaire. Mais une armure en écailles de dragon? Par les dieux, oui, je vendrai ma propre mère pour ça. Avec de tels artefacts, il n'y a plus rien à craindre face à n'importe quel adversaire, même si c'est un singe graphique ou un requin du Colisée. Eh bien, selon la logique du jeu, ce moment serait parfait. Mais dans un drame historique sérieux, cela paraît pour le moins étrange. On pourrait en réalité ignorer toutes ces absurdités. Ce n'est pas un film documentaire, mais une œuvre de fiction. Et certains écarts y sont tout à fait acceptables. Mais tout le problème, c'est que tous ces détails pâlissent face au principal défaut du film. Et selon moi, c'est Lucius lui-même. Pour commencer, parlons de Paul Mescal qui a interprété le rôle de Lucius. Je ne connais pas très bien son travail. On dit que c'est un bon acteur dramatique, mais son jeu dans Gladiator 2 ne m'a personnellement pas impressionné. Prenons par exemple le moment où Paul devait exprimer le désespoir et verser une discrète larme masculine. Voici à quoi cela ressemblait dans l'interprétation de Paul Mescal. Je n'y crois pas. Voici comment faire. C'est comme ça qu'on fait. Mais ça... Ou prenons un autre exemple. Où as-tu été blessé? Pourquoi sourit-il à ce moment-là? Je rappelle le contexte. Lucius vient de perdre sa femme et a été marqué comme esclave. Il voyage dans une cale puante, ignorant leur destination. Et pourtant il sourit, caressant tendrement la joue de son camarade blessé. Où as-tu été blessé? Ou la scène où il lit un poème à l'empereur. Le chemin qui nous y mène est-il facile? Suis-je le seul à trouver ça un peu gênant?
Pourquoi Ridley Scott l'a-t-il choisi pour jouer le fils de Maximus? Honnêtement, je ne comprends pas. Il y a quelque chose en toi. Je l'ai tout de suite remarqué. Sérieusement? Et cela sans même mentionner que Lucy de la première partie est un garçon avec des taches de rousseur et des cheveux légèrement bouclés, plutôt clairs. Maître Lucy, il est temps. Oui, je dois y aller. Ce n'est sûrement pas Paul Mescal, le brun aux cheveux bouclés. Et sans parler du fait que dans la première partie, on nous a dit que le fils de Maximus, issu de son épouse, avait le même âge que le fils de Lucius. Lucius. Il aura bientôt 8 ans. Mon fils a 8 ans. Qu'est-ce qui manquait à Maximus? Ou est-ce que son épouse n'a pas fait attention? Bon, on peut fermer les yeux là-dessus aussi. Même si le Romain Lucius a fini par ressembler à un Murat typique, ce n'est pas encore la fin. Toute la trame de Gladiator 2 dévalorise les idées pour lesquelles Maximus est mort. Maximus est mort pour le peuple, il s'est opposé au système, il a donné au peuple l'espoir d'une nouvelle Rome. Le rêve dont Marcus Aurelius parlait à voix basse. Libère le peuple et rends ses droits au sénateur Gracchus. Rome était notre rêve, comme le voulait Marcus Aurelius. Et qu'est-ce qu'on voit dans Gladiator 2? Il est mort avec ton nom sur les lèvres. Sors d'ici. Tout d'abord, on nous a montré qu'après la mort de Maximus, rien n'a changé. Au contraire, tout est devenu encore pire. En effet, Rome n'est plus dirigée par l'égoïste Commode, mais par deux despotes caricaturaux dont l'un est complètement dément. Alors, la mort de Maximus était-elle vaine? Deuxièmement, Acacius est prêt à s'opposer à l'Empire. Ses troupes sont tout prêts, et il suffit d'attendre quelques jours pour renverser les empereurs et changer le destin de Rome. Mon armée est déjà à Ostie, si nous attendons quelques jours. Mais on ne peut pas attendre. La mère de Lucius ne le permettra pas. Il pourrait ne pas survivre. Je ne sacrifierai pas la vie de mon fils. Parce qu'elle craint pour la vie de son fils. Il s'avère donc que la vie de Lucius compte plus que le destin de toute Rome. Si Maximus était prêt à se sacrifier pour le peuple, ici nous voyons comment les intérêts et les peurs personnelles passent avant le bien commun. Cela ne fait pas seulement du tort à l'héritage de Maximus, mais prive aussi le film de cette profondeur idéologique qui a rendu l'original inoubliable. Vous direz sûrement qu'une mère aime son fils et ne peut agir autrement. Très bien, qu'est-ce que Lucius veut lui-même? Quelle est sa motivation? Survivre, survivre. D'abord, il veut se venger de la mort de sa femme. Puis, il oublie cela, plus tard il veut se venger de la mort de sa mère. Et vers la fin, il commence soudainement à proclamer les idées de Maximus sur Rome. De mon grand-père Marc Aurèle. Au départ, selon ses propres mots, le Romain était clairement son ennemi, car les Romains avaient tué sa famille. Il vaut mieux mourir que d'accepter la clémence des Romains. D'où vient cette soudaine illumination et ce désir de sauver Rome qui a détruit son pays? L'intrigue de l'anneau semble encore plus étrange. Lucius transmet l'anneau à l'armée d'Acacius par l'intermédiaire d'un messager et ils acceptent sans hésiter son commandement. Qui t'a donné ça? Lucius Vera Aurelius. Imaginons cette situation du point de vue du commandant de l'armée Acatia. Vous attendez les ordres de votre supérieur. Et soudain, un inconnu arrive à cheval, il vous tend une bague en affirmant que c'est la bague du célèbre gladiateur Maximus, qui est mort il y a environ 17 ans. Maximus a un fils et il est actuellement à Rome, vous ordonnant de lancer l'offensive. Et là, plusieurs questions se posent. Quel est le rapport avec Acacius? Pourquoi devrait-il faire confiance à Lucius? Pourquoi la bague de Maximus devient-elle soudainement un symbole magique qui inspire automatiquement la confiance? Pourquoi le commandant devrait-il obéir au fils d'un gladiateur mort depuis longtemps qu'ils n'ont même jamais vu? Et si Maximus avait eu, disons, plusieurs fils, pourquoi celui-ci serait-il le véritable héritier? Ce moment est totalement dépourvu de logique et paraît horrible. Mais ce n'est pas tout. L'armée commence l'offensive, mais s'arrête littéralement aux portes de la ville parce qu'il remarque un combat entre deux hommes. L'un d'eux est supposément le fils de Maximus, qu'il n'avait jamais vu auparavant, et l'autre, un vieux fonctionnaire noir. Et c'est là que naît le vrai suspense. Qui va gagner ce duel, le héros de 25 ans, Paul Mescal, ou le héros de 70 ans, Denzel Washington? Vous voulez que je parle?
Je ne pense pas que les troupes d'Acacia qui sont arrivées en ville veuillent qu'ils parlent. C'est la première fois de leur vie qu'ils voient cet homme. Résumons ce qui a conduit Lucius à la victoire. Pour terminer la quête sauver Rome, il fallait accomplir plusieurs actions. Voici un guide détaillé. Premièrement, trouvez la bague magique de Maximus. C'est un artefact qui vous donne automatiquement le contrôle de l'armée de 5000 soldats d'Acacia. Deuxièmement, parlez au garde. Demandez-lui poliment les clés de votre cellule. Bien sûr, il sera ravi de vous aider. Troisièmement, remettre la bague aux troupes d'Acacia. Là, la magie de la bague fait son effet. Les gens vous reconnaissent comme chef et lancent l'offensive sans question. Quatrièmement, trouvez l'armure enchantée de Maximus. Elle est cachée dans le musée du Colisée. Avec l'armure, il y a l'épée magique de Maximus qui, selon les lois du genre, vous rend invincible. Cinquièmement, vaincre le boss final. Il s'avère que c'est un fonctionnaire noir de 70 ans. Affrontez-le et vous serez le vainqueur et le sauveur de Rome. Mais ce salut a coûté la logique, la cohérence et toute la base idéologique du premier film. En réalité, Gladiator 2 aurait pu être une suite digne. Le film possède réellement du potentiel, du drame, des scènes grandioses et des thèmes intéressants qui auraient pu être explorés bien plus en profondeur. Le principal problème du film, c'est Lucius, le fils de Maximus. Si ce personnage avait simplement été retiré, le film aurait pu être bien meilleur. En effet, le film comporte déjà des personnages qui auraient pu hériter de l'idéal de Maximus. Rendre à Rome sa gloire et son honneur. L'Empire perd ses empereurs, les empereurs aussi. C'est le héros Pedro Pascal qui, en plus de jouer de façon plus convaincante, incarne le même esprit de lutte pour les principes que Maximus. Il paraît et agit bien plus brillamment que Paul Mescal, qui n'atteint tout simplement pas le niveau d'un personnage principal. Le rôle de Denzel Washington mérite aussi l'attention, soulevant des questions complexes de pouvoir et de morale. La lignée ne fait pas de toi un empereur. Le pouvoir s'obtient par la force et se conserve par la force. Es-tu prêt pour cela ? Le duel entre lui et le héros Pascal pourrait devenir le cœur émotionnel du film, un conflit captivant jusqu'à la fin. Mais comme quelqu'un l'a dit, Ridley Scott ne laisse personne gâcher son héritage. Il préfère le faire lui-même. Et le film Gladiator 2 en est la preuve évidente. Au fait, lorsque Lucius appelait ses hommes au combat, il a prononcé cette phrase. Là où il y a la mort, nous ne sommes pas. Là où nous sommes, il n'y a pas de mort. Mais si vous voulez plus de critiques de films et de séries historiques, faites-le savoir en likant cette vidéo et en laissant un commentaire. Quel film ou quelle série aimeriez-vous voir dans une critique ? Peut-être la série Rome ou le film 3 avec Brad Pitt. Et vérifiez votre abonnement et activez les notifications pour ne pas manquer la sortie de ces vidéos.